On poursuit notre leçon sur les variables aléatoires et on aborde la question d'indépendance. C'est fondamental pour tout ce qui touche les chaînes de Markov, c'est ce que va aborder la prochaine leçon. Donc, on peut se poser la question d'observer un événement f', étant donné qu'un événement f se serait déjà produit. On est en train d'aborder d'une certaine manière la notion de causalité. Est-ce que f peut être une cause pour f'? Et donc, il faut se questionner sur ce qu'on cherche effectivement à calculer. On peut le définir. La probabilité d'observer f' étant donné f, et on le note comme c'est écrit sur la portion gauche de l'équation, donc la probabilité d'observer f' étant donné que f s'est produit, on le définit ratio qui est à droite. Donc c'est la probabilité qu'un événement soit de type f' et f à la fois, divisé par la probabilité de f. Donc autrement dit, on est en train de regarder l'ensemble des événements qui sont à la fois de type f et f', ou de manière équivalente, le nombre d'événements qui, parmi ceux de type f, sont aussi de type f', et on compare tout ça finalement au cardinal de l'ensemble des événements de type f. Si on raisonne de manière ensembliste, ce qu'on peut faire de manière graphique, je regarde la taille de l'intersection f', au regard de la taille de f. Puisque je sais que f s'est produit, c'est maintenant ça mon référentiel d'observation. Ce que j'observe, je sais que c'est de type f. Et parmi ceux-là, quels sont ceux qui sont de type f'? Donc c'est comme ça qu'on définit cette probabilité conditionnelle. Et une fois qu'on a posé cette définition et qu'on joue un peu avec les expressions ensemblistes, on arrive à déduire toute une armada de façons de calculer les choses. On va en voir une. Donc je vais énoncer la règle des causes totales que vous retrouvez aussi dans le cours. Tout ça, ce sont des rappels et vous pouvez vous intéresser à lire la partie 1 du cours. Tout ça c'est exposé, vous pouvez faire des exercices. La règle des causes totales, qui est très utile dans le cas de l'étude des chaînes de Markov, vous allez le voir, c'est la chose suivante. Donc j'ai des événements f1, f2, f3, ils sont disjoints et ils couvrent toutes les éventualités. Donc en peu de mots, je suis dans la situation suivante. J'ai f1, f2, f4 ici sur la figure. Je sais que ce qui se passe dans eux, c'est forcément de le type là. C'est un événement de type f1, ou un événement de type f2, ou f3 ou f4. Et un événement, c'est forcément d'un seul type. Il n'y a pas deux types qui intersectent. Tout est bien disjoint, tout est bien distinct. Donc f1, f2, f3, f4, ça recouvre tout. Tout ce qui se passe dans eux, c'est de l'un de ces types-là. C'est ce qu'exprime ces équations. Fi inter J égale vide, il n'y a pas d'intersection, il n'y a pas d'ambiguïté, et tout est de type F1, F2, F3, enfin de l'un des types, l'union des phi, c'est tout E au complet. Et je veux calculer la probabilité d'un événement F, et je vais me servir justement de ces événements F1, F2, F3, etc., qui énoncent toutes les causes possibles, finalement, pour observer l'événement F. Alors la règle des causes totales, elle dit la chose suivante. La probabilité d'observer l'événement F, on peut l'articuler en fonction de toutes les causes possibles, F1, F2, F3. Et donc la probabilité d'observer F, c'est la somme des probabilités d'observer, pour chaque I, d'observer F, étant donné que FI s'est produit, bien sûr, tout ça pondéré par la probabilité effectivement que FI se produise. Donc je regarde une probabilité conditionnelle à chaque fois, et je pondère ça par le poids relatif d'observer chaque des causes FI. Donc cette équation, c'est une manifestation très naturelle de l'indépendance dans les variables aléatoires et très très utile pour le calcul des chaînes de Markov. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines leçons.